Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci à l'ARCEP pour avoir accueilli cet événement, à l'IDAT et à IPv6 Forum. Donc, je suis Redaïch, responsable de l'équipe cybersécurité et réseau au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix. Et je vais vous parler justement de. Je vais rester sur le dernier constat, c'est que IPv4, IPv6, c'est compliqué. La cohabitation, elle est compliquée. Et je ne suis pas ingénieur réseau, donc je suis ingénieur cybersécurité avec une perspective IA. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu les challenges éventuellement, comment est-ce que ça peut se transposer dans le domaine de la cybersécurité, notamment sur la supervision des infrastructures critiques. Donc, voilà. Donc, c'est dans le cadre d'un programme de recherche qu'on mène donc, au sein de l'Institut. Avec, le programme est un peu large. Je vais faire un focus sur un des cas d'usage du programme qui est augmentation de l'opérateur cyber, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à aider les opérateurs cyber à mieux gérer les situations cyber. Donc, c'est un programme, en tout cas sur ce cas d'usage, avec Airbus Protect et RTE, donc les autres transports d'électricité de France. Donc, de quoi on parle? Donc, on parle de supervision cyber. On a parlé depuis tout à l'heure de résilience, de sécurité, et la résilience et la sécurité reposent sur deux propriétés importantes. La première chose, c'est une des missions clés des opérateurs cyber, de la supervision cyber, c'est de comprendre le système. Et on a dit tout à l'heure que l'IPv6 apporte de la visibilité. Donc, c'est bien, mais je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas transiter vers l'IPv6, mais le problème, ce qui nous pose problème actuellement, c'est cette coexistence IPv4, IPv6, et qu'elle est problématique. Et au contraire, la cybersécurité, en tout cas la supervision cyber, c'est un des arguments, une des motivations pour dire, au-delà de la nécessité de basculer sur l'IPv6, c'est aussi une urgence de le faire assez rapidement parce que ça crée une situation d'incertitude. Donc, l'opération cyber repose sur deux propriétés. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle l'observabilité, c'est la capacité de collecter les informations depuis une infrastructure, de pouvoir constituer ce qu'on appelle le situational awareness. Donc, en gros, cette conscience situationnelle de comprendre ce qui se passe. C'est une grande partie du travail parce que c'est sur la base de cette compréhension de ce qui se passe qu'on arrive à réagir. Donc, la steerability ou la contrôlabilité, c'est-à-dire on va pouvoir réagir, protéger une infrastructure sur la base de cette compréhension du système. Il y a une troisième activité, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est la capitalisation. Vous savez, c'est que les modèles, les modus operandi utilisés par les uns et les autres sont répliqués, utilisés. Donc, du coup, la CTI, la Cyber Threat Intelligence, permet de partager les bonnes pratiques, les retours d'expérience et de pouvoir se prémunir de modes opératoires qui ont été utilisés par d'autres acteurs. Donc, si on ouvre le capot, la partie situational awareness, la compréhension de la menace, repose sur plusieurs stacks. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le plus important, c'est qu'on a une infrastructure supervisée. Donc, on imagine un réseau d'entreprises complexe avec du trafic réseau. Donc, et vous pouvez imaginer qu'on va avoir de l'IPv4 avec de l'IPv6 mélangé dans ce trafic réseau, du flux entrant, du flux sortant. Sur des systèmes IT, OT, donc systèmes de l'informatique classique, mais aussi des systèmes d'informatique industrielle, d'où le cas d'usage. Donc, on a Airbus qui opère un service de supervision auprès d'autres organisations, ça veut dire qu'ils ne sont pas souverains sur leur infrastructure, ils supervisent les infrastructures d'autres acteurs. Et là aussi, ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire même s'ils décident de transiter vers de l'IPv6, ils vont devoir quand même superviser les infrastructures où il y a encore de l'IPv4 et un mélange des deux même. Et le deuxième cas d'usage, c'est par rapport à RTE. Donc, RTE, c'est un opérateur de transmission ou de transport d'électricité. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de systèmes industriels, des automates industriels, du SCADA. Donc, c'est des systèmes où la durée de vie, c'est en décennies. Et du coup, vous imaginez que c'est des systèmes qui sont là déjà depuis quelques décennies, qui ne vont pas éventuellement évoluer du jour au lendemain. Donc, il va falloir aussi, c'est des systèmes aussi avec lesquels on a déjà du mal à ajouter du chiffrement, de la signature, de la cyber. Donc, si on faut aussi les transiter vers de l'IPv6, donc c'est en cours, mais bon, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, voilà. Donc, le problème, comme j'essaie un peu de l'expliquer, c'est que une grande partie du travail des opérateurs cyber consiste à comprendre ce qui se passe plutôt que de réagir, alors que normalement, l'urgence de la cyber, c'est la capacité de réagir très rapidement par rapport à des incidents cyber. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'alertes et pas assez de contexte
Donc, par exemple, quand un incident arrive, l'opérateur doit comprendre si une connexion suspecte d'une adresse IP X, donc je ne vais pas parler d'IP 4 ou 6, et la première chose à définir pour un opérateur, c'est de comprendre quel asset se cache derrière cette adresse IP, qui est le propriétaire et quel impact éventuellement est-ce qu'il s'agit d'un système de contrôle industriel complexe, est-ce qu'il s'agit d'un serveur ou d'un système classique. Donc, l'activité de l'opérateur, elle repose principalement sur cette capacité de compréhension et une grande activité de l'activité cyber, c'est l'attribution, c'est de pouvoir attribuer l'activité et surtout le triage de priorisation des alertes. Donc, ce qui nous amène à cette situation, ce qu'on appelle l'alerte fatigue. Donc, l'alerte fatigue, c'est la situation dans laquelle se trouvent les opérateurs des centres de supervision avec un volume d'alerte très important et une capacité de traiter les alertes très limitée parce que c'est des équipes assez réduites. Donc, on parle de quelques unités de personnes, donc moins de 10 personnes en général. Et avec cela, on a quelques difficultés. Donc, j'essaie un peu de les résumer sous forme de 7 péchés capitaux. Donc, bien sûr, il y a le volume. Donc, on parle de volume assez exceptionnel de données, comme j'ai dit, donc des logs d'activité interne, des logs d'activité externe, de la CTI. Donc ça crée un peu beaucoup de fatigue. Donc je vais passer rapidement parce que l'idée c'est pas de passer trop de temps sur cette slide là qui est assez générique, qui parle de la problématique. Donc il y a la notion de vélocité aussi. Donc il faut prendre des décisions assez rapidement, que je l'ai dit. Donc l'opérateur cyber, il est là pour comprendre la menace et aussi de pouvoir y répondre assez rapidement. Donc ça crée de la peur, donc de pouvoir se tromper. Il y a la variété, donc on parle de technologie en termes OT, IT, donc c'est des flux mélangés, de l'informatique de gestion avec de l'informatique industrielle, des sources de données internes externes, des adresses IP 4 et 6. Donc ça crée une friction en termes d'outils et de process. Une variabilité aussi, parce qu'on parle de périmètre évoluant, donc on n'arrête pas de rajouter des devices, des systèmes d'exploitation, enfin des OS, des technologies. Donc, il y a quelques années, on parlait de J2E, maintenant on parle de Rust, de Go. Donc voilà, les langages aussi évoluent. Et de véracité, parce qu'on a beaucoup de faux positifs, comme je l'ai dit. Donc, en moyenne, une petite organisation, on a de l'ordre de 5000 alertes par jour. Sur les 5000 alertes, une équipe de 3-4 personnes peut en traiter, on va dire, 10 par personne. Vous voyez, donc on est sur des taux de traitement très faibles et du coup, ça crée beaucoup de frustration auprès des opérateurs. Dernière dimension, avant-dernière dimension, c'est la visualisation. Donc, les interfaces n'ont pas beaucoup évolué et les technologies ont beaucoup évolué. Donc, forcément, on n'arrive pas à avoir une interaction assez importante. Et enfin, la valeur, c'est-à-dire on n'arrive pas à enrichir les informations de manière très limitée. Donc, le point que je voulais amener, c'est que IPv6 n'est pas forcément la source de ces problèmes-là, mais il vient éventuellement aggraver cette situation-là. Donc à court terme, je parle, bien sûr, in fine, ça va apporter beaucoup de bien parce qu'il a nativement beaucoup de fonctions de sécurité, donc pas de NAT, pas de fragmentation comme ça a été dit. Donc voilà, donc je ne vais pas repasser sur les messages qui ont été déjà passés. Mais par contre, avoir une coexistence de la double pile, de la double stack, c'est un problème parce qu'on a un dédoublement des adresses, des flux à surveiller et du coup, ça fait, on est en train de accroître le volume de données qui sont traitées par ces opérateurs-là. On a aussi la capacité d'avoir du bypass qui mélange de l'IPv6 parce que les contrôles et les mesures de sécurité de contrôle sont dimensionnées ou sont prévues pour de l'IPv4 et pas de l'IPv6. Il y a aussi une problématique liée aux outils. Donc, pas tous les outils, ça a été dit par Véronica tout à l'heure, c'est-à-dire que les outils actuels du marché ne sont pas tous nativement compatibles avec de l'IPv6. Donc, notamment, par exemple, les SIEM. Donc, c'est bien que ça a été dit avant, donc je répète. Les firewalls, OK, ils sont plutôt compatibles, mais par contre, d'autres outils, ils sont assez compliqués à utiliser actuellement. Voilà, donc je vais passer rapidement. Le point, il est juste de souligner que la cohabitation, la coexistence de l'IPv4 avec l'IPv6 crée beaucoup de friction, de tension et aussi crée un nombre important de volumes de données. Et derrière, en fait, on a du mal à trouver de la valeur et pouvoir réutiliser les mécanismes, notamment par exemple l'enrichissement, c'est-à-dire pour faire de l'attribution, la CTI, la Cyber Threat Intelligence. Jusqu'à maintenant, on arrive très peu, on arrive
on a du mal à trouver de l'enrichissement sur des adresses IPv6, alors que la CTI, elle est bien établie pour de l'IPv4. Je sais pas, en termes de timing, il reste combien de temps? 3 minutes? Ah, ok. Donc voilà, donc bon, je vais passer rapidement. Donc le programme et l'objectif du programme, c'est pas de se demander est-ce que l'IA peut apporter, parce que bon, ça c'est le constat. Donc l'idée, c'est de pouvoir aider les opérateurs dans leur action. Donc l'idée, c'est pas de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA, c'est plutôt quand, à quel endroit et à quel moment on peut utiliser l'IA pour augmenter les opérateurs SOC. Donc il y a tout un travail qui a été publié sur une taxonomie, un modèle de référence qui définit toutes les activités par lesquelles doit passer, ou en tout cas que doit réaliser un opérateur pour de la détection jusqu'à la réponse d'incidents. Et ce que je voulais passer comme message, c'est que les activités du SOC, et ça, c'est impacté directement par cette cohabitation, coexistence de l'IPv4 avec de l'IPv6, c'est que l'opération cyber au sens large, elle repose sur 3 dimensions. La première chose, c'est la capacité cognitive de l'opérateur. C'est un humain qui va utiliser un mode de réflexion, un mode de raisonnement qui va être submergé, en tout cas surchargé par cette cohabitation. Le deuxième challenge, c'est l'attention. C'est que les outils, les UI des outils ne sont pas forcément faits nativement pour digérer à la fois de l'IPv4 et l'IPv6. Ça veut dire que je vais avoir mon attention qui est fragmentée entre plusieurs outils, alors que je suis censé rationaliser les outils qui me permettent de superviser la cyber. Et enfin, troisième aspect, c'est la collaboration. Donc, on parle de personnes qui travaillent pour une partie de manière isolée individuellement, mais parfois ils travaillent en collectif. Et ça a été dit tout à l'heure, c'est que les opérateurs cyber, les ingénieurs cyber ne sont pas bien formés, ne sont pas très au fait des implications de l'IPv6 en termes de découverte de vulnérabilité, en termes de reporting, en termes même d'investigation numérique, donc post-mortem, et ça, c'est un vrai challenge. Donc, en une minute, pour juste vous donner envie d'aller lire l'article. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mappé ces 3 dimensions-là avec des théories existantes, donc notamment la théorie de Kahneman sur le mode de réflexion, donc slow thinking, fast thinking, pour ceux qui connaissent, pour identifier les activités où l'opérateur va plutôt réagir, et du coup, c'est du réflexe, ou dans des situations, il va plutôt faire de la réflexion profonde. Et là, on remarque, par exemple, sur l'IPv6, c'est qu'il y a des réflexes qui sont bien établis dans l'IPv4, alors que quand on passe en IPv6, si je demande aux gens quel est le DNS par défaut de votre organisation en IPv6, les gens n'ont pas ce réflexe-là, alors qu'en IPv4, c'est très simple, c'est très intuitif. Donc, du coup, on passe sur certaines activités du fast thinking à du slow thinking parce que ça ralentit le raisonnement. La deuxième chose, c'est par rapport à l'attention, comme j'ai dit. Donc, en gros, au lieu d'avoir une attention focalisée sur des outils homogènes, là, on est en train de diviser l'attention de l'opérateur sur de l'alternation entre des outils V4, V6, et on est en train de basculer d'un mode à l'autre. Donc voilà, donc j'ai encore d'autres slides, donc je vais pas, je pense, rapidement. Donc le papier, il décrit un peu l'intensité des activités en termes de charge cognitive. Donc vous voyez ici, on a beaucoup d'activités, 80% des activités qui sont cognitivement assez lourdes pour l'opérateur, et aussi en termes d'attention qui sont aussi assez lourdes. Et le message clé, c'est que plus on maintient des systèmes où on a une cohabitation, une coexistence de l'IPv4 avec l'IPv6, plus on est en train de maintenir cette zone d'intention sur une zone très chargée, parce qu'on a besoin d'attention profonde, parce qu'on est en train de raisonner entre 2 modes de réflexion IPv4, IPv6, et aussi en termes d'attention par rapport à des outils de visualisation, on est en train de maintenir un éclatement de l'attention entre des outils qui ne sont pas forcément fusionnés actuellement sur l'outillage cyber. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux éventuellement répondre à des questions. Ok. Moi, j'en aurais une sur le mapping entre IPv4 et IPv6. J'imagine que le plus gros challenge, c'est d'identifier que le client est le même sur 2 types de sessions dans les 2 stacks. Quand c'est une communication entièrement interne, on ne parle pas de quelque chose exposé à l'extérieur.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait plutôt avec des agents ou plutôt avec simplement de la corrélation sur un serveur DHCP entre les deux stacks? C'est un gros challenge. L'unicité de l'asset, c'est un gros challenge. Même sans IPv6, juste avec de l'IPv4, c'est un gros challenge. Donc, on a avec une boîte, une startup qui fait de l'asset attack surface management, on travaille dessus. Donc, c'est un challenge en cours. Donc, on fait de la corrélation de données, mais pour le moment, ça reste plutôt de l'analytique. L'opérateur humain, je pense que la complexité et la quantité de données fait en sorte que l'humain ne pourra pas éventuellement pouvoir adresser ce type de sujet. Donc, ça reste de l'IA et de l'analytique là-dessus. Okay. Merci à vous.